Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Paris Cours de Vent qui continue sa course de sa folle semaine. On a vu des films, on a vu des producteurs, on a vu des comédiens, on a beaucoup parlé de tout ça. On arrive maintenant sur notre volet. On aime les auteurs et on les défend et on adore leur travail et on sait ce que c'est. Un jour, j'ai demandé à un auteur-réalisateur quel était le moment dans tout le processus cinématographique qui était le plus pénible pour lui. Et il m'a répondu, c'était réécrire, 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 réécrire et réécrire. Donc, on est très très heureux d'accueillir la Fédération des associations des métiers du scénario, représentée ici par monsieur et monsieur qui vont se présenter tout seuls, Rémi et Alban qui vont se présenter tout à l'heure. Depuis le début qu'on a initié le festival, on sait ce qu'on doit aux auteurs et on sait qu'on doit les promouvoir, les montrer, les défendre, leur permettre de travailler correctement, parce que c'est quand même très très souvent eux qui sont à l'origine des films. Voilà. Je ne vais pas être plus long. Merci beaucoup d'être avec nous et de continuer ces combats avec nous. Voilà. C'est à vous, messieurs. Merci beaucoup. Merci, homologue. Merci, Rémi. Bonjour, Rémi Grelot, donc secrétaire général de la FAMS, comme on dit maintenant. Je présente rapidement, c'est une fédération qui à ce jour fédère 13 associations de professionnels, de scénaristes et de métiers autour du scénario, comme par exemple les lecteurs, représentés par les lecteurs anonymes, que vous entendrez tout à l'heure. Et distribués sur tout le territoire, nous avons des associations des Hauts-de-France, de la Guadeloupe, de la Réunion, francilien également, etc. Et l'ambition, alors ce n'est pas un syndicat, c'est pas une activité commerciale. Notre ambition, c'est plutôt d'être une espèce de comité de dialogue et de réflexion autour de nos métiers, et du métier de scénariste en priorité, et de tout ce qui touche à l'écriture, et donc de faire plutôt un travail de communication et de préconisation autour des différents thèmes qui peuvent se lier à ça. Je vais laisser Alban présenter le thème du jour, justement. Et pour vous donner un exemple, j'en ai plein pour ceux que ça intéresse. On a par exemple publié cette brochure sur le vrai-faux des scénaristes, 10 idées reçues sur le métier de scénariste pour les aspirants, aspirantes, émergents, émergentes, que ça pourrait intéresser. Et passons maintenant dans le dur. On est désolé pour le retard. Oui, merci d'être là, si nombreux, si nombreux. Moi, je suis Alban Ravassar, donc je suis scénariste, réalisateur, et je suis président de la Fédération des associations des métiers du scénario, on va dire à la FAMS, je vous rassure, comme ça ira plus vite. Aujourd'hui, on remercie le Festival Paris Cours de Vent qui a vu naître notre fédération, en fait, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. On le remercie de nous accueillir aujourd'hui pour traiter d'un sujet, je pense, qui vous intéresse, sinon vous ne seriez pas là. Écrire et réécrire, la relation si obscure et mystérieuse entre scénaristes et producteurs. Et pour ça, on a la chance, l'honneur de recevoir des intervenantes et intervenants qui sont à ma gauche, oui. Oui, dont une intervenante, Barbara Maubert, productrice des 2 loulous au bout de la file, qui est malheureusement positive au Covid et que nous avons en son uniquement. Merci Barbara d'être avec nous. Est-ce que tu nous entends toujours ? Oui, merci. Et bonjour tout le monde. Donc Barbara qui est avec nous. À ma gauche, Sophia Alaoui, qui est donc, je te laisserai te présenter en quelques mots, mais scénariste, réalisatrice. Margot, sa productrice, Margot Laurier, Nicolas Lange, qui est scénariste et réalisateur, j'allais dire réalisateur directement, mais tu es les deux, et Thomas Monsuy, qui est scénariste, lui. Et je vais vous inviter à vous présenter en quelques mots de ce que je n'ai pas dit sur vous. Dites-nous, qui êtes-vous, sur quoi travaillez-vous ? Honneur aux dames. Sophia Alaoui, réalisatrice. Césarisée. On peut le dire. Oui, Césarisé. Un court-métrage qui a fait Qu'importe Célibat meurt. Et là, on vient de terminer le tournage de notre premier long-métrage. Donc, on est. Voilà. Bravo. Donc moi, je suis Margot Laurier, je suis la productrice de la société Wrong Film. C'est une jeune société. Notre premier long-métrage, c'est celui de Sophia, dont on vient de finir le tournage, comme elle l'a dit. Et voilà. Je m'appelle Nicolas Lange, je suis auteur et réalisateur de la série Derby Girl. Je suis actuellement en post-production de la saison 2
et je collabore avec mon ami Thomas Mansuy sur une autre série qui est actuellement en développement sur une plateforme américaine. Je ne peux pas vous en dire plus. Et moi, je suis Thomas Mansuy, je travaille avec Nicolas Lange. Non, voilà, je suis scénariste depuis une douzaine d'années. Je fais surtout de la comédie et voilà, on travaille ensemble. Et toi, Barbara Maubert, qui es-tu? Et donc bonjour, moi je suis Barbara, je suis productrice chez Cabot Productions au sein de mon label qui s'appelle Vacarme. Et j'ai produit donc les saisons 1 et 2 de Derby Girl et je produis la série sur laquelle travaillent Nicolas et Thomas, la série secrète. On ne peut pas en dire plus. Eh bien, on va commencer par vous poser une première question assez générale pour entrer dans le vif du sujet. Quelle est votre vision de la relation auteur-producteur ? Bon, étant la seule productrice en présence physique, je me lance. Moi, j'aime beaucoup parler de mon métier parce que je trouve que c'est un métier où peu de gens ont une vision assez réaliste de ce qu'on fait, en fait. On nous voit souvent rattachés à l'argent, on nous associe à des gens genre Harvey Weinstein, ce genre de trucs-là. Alors que moi, je vois plutôt mon métier comme un métier de recherche, de dévouement, d'accompagnement. Et j'aime souvent dire que si je pense être douée à une chose dans mon métier, c'est de repérer des gens qui ont des choses à dire que le monde a besoin d'entendre, et moi je vais choper le micro pour leur donner. Voilà comment je définirais ma relation avec les auteurs avec qui je travaille. Oui, moi j'ajouterais que souvent, en tant qu'auteur, moi quand j'ai commencé, j'avais une vision très négative du métier de producteur parce que c'est quand même les gens qui nous font chier. Enfin, dans l'imaginaire, c'est la personne qui va dire oui, non, qui va déjà acheter ou pas notre projet et qui va nous faire rebosser, qui va nous contraindre. Et donc, moi, je fréquente pas mal de scénaristes qui voient le producteur comme un ennemi la plupart du temps et comme une menace contre laquelle il faut lutter pour faire aboutir son projet. Et avec Barbara, ma vision a changé. Non, mais il y a des très bons producteurs et c'est plus un partenaire qu'un employeur. Et c'est vraiment quelqu'un qui porte le projet. Justement, Barbara, qu'est-ce que tu réponds à ça? Puisque tu as fait changer la vision de Thomas, donc... Non, mais je suis assez d'accord sur ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que de manière générale, le producteur est souvent réduit à l'aspect plutôt financier. Donc c'est normal qu'on ait un petit peu des rôles... ingrats, tu peux le dire. Le rôle un petit peu de méchant. Mais moi, j'ai l'impression que en tout cas, moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est la collaboration d'abord avec les scénaristes. J'ai fait ce métier aussi pour ça, parce que j'adore cette collaboration-là. Et moi, voilà, je l'envisage vraiment plus, comme disait Thomas, comme un partenariat. Et c'est ça qui me plaît. Moi, je voudrais juste rajouter une chose, parce que j'ai fait quand même pas mal de courts-métrages du coup avant, qu'importe, que Margot a produit. Et c'est vrai que s'il y a une chose que j'ai apprise du coup de ma relation avec Margot et que je souhaite vraiment à tout le monde, c'est que quand on parle d'accompagnement, c'est pas juste quelqu'un qui porte le projet, qui va chercher de l'argent, mais c'est quelqu'un qui va... En tout cas, Margot, c'est une productrice, mais maintenant c'est devenu une amie, mais c'est surtout quelqu'un qui a une grande sensibilité. Donc je pense que pour être producteur, il faut avoir une grande sensibilité et qui me comprend très profondément et qui du coup va savoir m'accompagner, non pas, elle m'a donné confiance en moi, elle m'a écouté là où j'avais des idées complètement, non mais c'est très important parce que sur un tournage ou sur une prépa où c'est très compliqué, où tout le monde veut donner son avis, en fait, c'est toujours au bon endroit, c'est toujours très juste, donc c'est ça le vrai accompagnement en réalité. Oui, justement, on peut peut-être rebondir là-dessus, sur l'accompagnement, parce que comme vous le dites bien, c'est que souvent, quand on commence, notamment les jeunes auteurs ont cette dimension un peu financière du producteur, ils le voient vraiment comme un tiroir-caisse qui va aller chercher l'argent pour qu'ils puissent permettre, ou qui parfois pensent même qu'ils vont investir leurs deniers personnels pour pouvoir, ce qui n'est pas le cas, en tout cas on ne leur souhaite pas produire leurs œuvres, mais il y a une vraie dimension artistique au travail de producteur, qui est plutôt méconnu en fait. Est-ce que, je m'adresse aux deux productrices, du coup, comment s'incarne cet accompagnement artistique pour vous au cours du développement d'un projet? Est-ce que tu veux commencer, Barbara?
Oui, je peux commencer. Moi, du coup, donc j'ai oublié de le préciser, mais je travaille surtout au développement, à la production de séries télé. Donc, ça, je sais pas, Margot, toi, t'es plutôt du coup que cinéma? Oui, moi je fais que cinéma. Ok, donc c'est intéressant, ça va être intéressant euh, de comparer. Moi, l'accompagnement artistique, en fait, il commence dès on va dire, le moment où j'ai envie d'accompagner un projet, puisque pour que je décide d'accompagner un projet des auteurs, au-delà de l'aspect évidemment humain, il faut que artistiquement, en tout cas, le projet me parle. Euh, et ensuite, c'est vraiment dans toutes les étapes jusqu'à jusqu'à la livraison du projet. Je pense que Nicolas pourra aussi en parler et Thomas aussi. On va en parler, on va en parler. Mais l'implication passe d'abord par l'écriture. Et après, avec le réalisateur, ça va être sur. On va se parler de tout, en fait, en tout cas dans la collaboration que j'ai avec Nicolas. De tout, des costumes, des décors, du casting, de tous les choix en fait artistiques, on va les porter ensemble et on va les défendre ensemble aussi vis-à-vis du diffuseur. Donc pour que ce soit évidemment au service de son univers et de ses envies, que ce soit cohérent aussi artistiquement dans le rendu du projet. Donc moi j'ai l'impression d'être très très impliquée artistiquement. Tu m'arrêteras si je me trompe. Trop, je dirais. T'as dit quoi? J'ai dit trop. Mais d'ailleurs, c'est une nuance, je précise si c'est pas encore clair, c'est effectivement entre une productrice et des auteurs et des autrices de cinéma et de séries télé, il n'y a pas la même finalité au bout de la chaîne de production et de diffusion. Donc forcément, il y a des enjeux différents. Ce qu'affronte Barbara ne va pas forcément être la même chose que va nous raconter Margot. Moi, si je dois parler de mon positionnement artistique, je pense que ça, un peu comme Barbara, j'ai l'impression d'être très impliquée à chaque étape. Parce que pour moi, c'est ça le plaisir de mon métier. En fait, la partie financière, ça me fait très plaisir. Par exemple, le premier long de Sophia, il a été très bien financé, donc je me dis c'est super, on a les moyens de faire comme on veut, et puis je me sens un peu Robin des Bois d'aller prendre de l'argent à des gens qui en ont beaucoup pour faire des beaux projets militants comme celui-ci. Mais ça, c'est la partie financière qui m'intéresse, mais c'est surtout la partie artistique, parce que moi, je travaille avec peu d'auteurs, mais c'est des gens que j'admire beaucoup. Et donc, je suis très flattée qu'ils soient intéressés par mon avis, qu'ils aient besoin de mon regard. Et c'est ça que je préfère dans mon métier, en fait. Et avec Sophia, ça a été des allers-retours constants. Et c'est comme ça qu'on a construit le projet. En fait, moi, je suis quelqu'un qui a des avis très affirmés sur les choses. Et j'essaye justement de comprendre où me mettre pour accompagner sans imposer. Et c'est ça, pour moi, l'aspect un peu délicat de notre métier, c'est de se rappeler que on partage le film, on le porte ensemble, mais ça reste avant tout le sien. Et moi, il faut que je comprenne à quel endroit je peux aider ça. Voilà. Et justement, on parle beaucoup de la collaboration auteur-producteur, mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut s'apprendre? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait être formé à des bases d'une bonne relation auteur-producteur, ou est-ce que ça s'apprend par l'expérience, en fait, tout simplement, en étant confronté à différentes situations et différents producteurs aussi? Alors moi, j'ai fait une formation spécifique, j'ai fait l'INA en production. Donc où c'est 2 ans de formation, 1 an et demi où on rencontre des professionnels, que ce soit des chaînes, des producteurs, des scénaristes, etc. Et après 6 mois de stage. Donc j'ai appris pas mal parce que c'est intéressant que les gens racontent leur expérience, qu'on nous explique comment faire un devis, etc. Mais en fait, comme aucune expérience est comparable, le travail que je fais avec Sophia n'a rien à voir avec le travail que je fais avec mes autres auteurs. Je pense que c'est pas possible de le comparer parce qu'il y a une forte part humaine dedans en fait. Et c'est de l'improvisation constante puisque les projets bougent tout le temps et le monde ne fait que changer comme on l'a vu ces derniers temps. Donc c'est quelque chose de très mouvant, je pense. Oui, moi je rejoins un peu Margot. Je pense que c'est difficile d'apprendre une relation. C'est comme une relation de confiance entre 2 personnes lambda. C'est vrai que je ne sais pas si ça peut s'apprendre. En tout cas, ça se construit au
fil des années. Pour ma part, ça s'est plutôt bien construit avec Barbara. C'est un peu compliqué de parler de notre collaboration parce que nous deux, nous sommes devenus amis par la force des choses. Et puis, ça fait maintenant quelques années qu'on travaille ensemble. Donc, bien évidemment, son avis est essentiel pour moi et elle m'accompagne du début à la fin de la création. En revanche, j'ai l'impression que il y a toujours un truc un peu d'égo dans la création, évidemment, mais qu'on partage, nous, la production finale. Moi, j'ai tendance à dire c'est notre série, etc. Parce que du début à la fin, le rôle de Barbara est primordial, que ce soit pour me challenger, parce qu'il le faut parfois, ou challenger Thomas, un peu moins souvent, parce qu'il est très docile. Mais c'est important pour moi d'avoir son avis, son soutien, et puis... la liste de retours un peu trop longue qu'elle peut nous faire de temps en temps sur les textes. Après, il y a un côté très ingrat aussi dans la position du producteur ou de la productrice, c'est qu'elle a un rôle de garde-fou, en fait. C'est que nous, on part dans la création, et surtout sur une série, je ne sais pas si le temps est le même sur du cinéma, mais une série, ça se construit, c'est une cathédrale, c'est-à-dire qu'il faut vraiment la construire, il y a beaucoup de retours en arrière, on revient à l'épisode 1 quand on est en train d'écrire le 6, et en tout cas, Barbara, sur Derby Girl et sur notre projet actuel, elle a un vrai rôle elle nous calme. C'est un peu le prêtre de la cathédrale, pour continuer cette belle métaphore. Non, mais elle a un rôle un peu ingrat de nous faire redescendre, tout en s'amusant elle aussi avec nous. Mais régulièrement, elle a le rôle d'arbitre aussi. Elle nous dit, là les gars, je sens que vous amusez bien, mais c'est pas possible, il va falloir redescendre. Et c'est très ingrat, et c'est confortable pour nous. Et du coup, Barbara, est-ce que tu trouves ça cohérent ou est-ce qu'il profite de ton absence physique pour... Est-ce que tu es contente d'être le prêtre? Je suis pas sûre, je vais réfléchir. Et justement, pour revenir peut-être à la base de votre collaboration et dans le concret pratique, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés en fait? Sur comment Tinder. Votre collaboration a débuté? Donc sur Tinder à gauche. Allez-y. En fait, je travaillais dans une société qui s'appelle Envie de Tempête. On avait fait un film au Groenland, un film de Sébastien Bedbéné, qui s'appelle Le Voyage au Groenland. Et du coup, Frédéric, pour qui je travaillais, était allé sur le tournage et il s'est retrouvé bloqué par une tempête de neige dans un hôtel au Groenland. Et il s'avère que Sophia y était aussi. En fait, ils se connaissaient comme on connaît beaucoup de gens sur Facebook sans se connaître. Et du coup, ils se sont parlé, ils se sont dit c'est l'occasion de se connaître. Donc ça a été une première rencontre. Ensuite, Sophia a été finaliste. Sopradin. Ouais, j'ai cherché, il y a un nouveau nom maintenant, je sais plus. Grand prix du scénario. Maintenant. Voilà. Donc elle a été finaliste, donc il lui a adressé des félicitations. Et ensuite, Sophia est donc venue à notre bureau et... moi, j'adore raconter ça un peu comme un coup de foudre, un petit peu, où elle a parlé de ce scénario, de court-métrage. Moi, j'étais super intéressée déjà par elle, par ce qu'elle avait à dire, qu'elle va faire un cinéma marocain différent et tout ça. Donc voilà. En fait, ça a été très vite comme ça. Et pour vous, du coup C'est très original. J'ai envoyé des textes à Désolée, Barbara. on vous a fumé avec le Groenland, en fait. Alors, il se trouve que je collaborais avec une autre production dont je tairai le nom, bien évidemment, avec laquelle ça s'est pas forcément très bien passé ni fini. Et j'ai décidé d'envoyer mes textes donc à Cabot, à Alain Capoff et Barbara Maubert, qui à l'époque étaient chargées de développement et pas productrices. Donc tout a commencé à ce moment-là. On a écrit une sitcom, et vu que personne n'achète de sitcom, ne faites pas de sitcom. On a dévié de projet et on a créé Derby Girl. Donc on peut dire que nos carrières ont grandi ensemble, contrairement à Thomas. Nous, on a grossi ensemble, c'est déjà pas mal. Et donc voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et puis, alors je sais Barbara que tu vas pas aimer que je dise ça, mais on a à peu près le même âge. Elle a 5 ans de moins, donc elle va mal le prendre. Mais donc on a à peu près le même âge, on a à peu près les mêmes références, on est de la même génération. Donc c'est vrai qu'on s'est tout de suite très vite entendu. Et puis après, quelques bières plus tard, nous voilà quoi. En fait, nous, on s'est tous rencontrés sur le RERD. Donc, pour ça, c'est effectivement moins glamour que vous. Et Thomas, avec Thomas, on s'est rencontrés... je crois qu'on s'est connus avant que je connaisse Nicolas, Thomas, non? Super, je vous laisse tous les deux si vous voulez. Non, et moi, je travaillais sur des programmes courts produits par Cabot.
Et j'avais croisé Barbara à différentes reprises. Et on avait bossé sur En Famille aussi, parce que quand il passait en format 52 minutes. Ouais. Et Barbara, un jour, m'a appelé en me disant un truc qu'on me dit souvent. Elle m'a dit, je travaille avec un auteur complètement taré, et on a besoin de quelqu'un pour le cadrer. Ce qui est à la fois très insultant pour Nico et très insultant pour moi aussi. Parce que j'étais le cadreur et lui était le fou. Et elle nous a fait nous rencontrer pour la saison 2 de Derby. Et voilà, ça a bien matché. Oui. Oui. Et il ne se quitte plus. Bah oui, oui. Après, j'ai trouvé tout de suite que c'était le sosie de Charmant dans Shrek. Et donc, c'est pour ça. C'est comme ça que démarre une belle histoire d'amour. Et puis, il vient manger des McDo en cachette chez moi. Est-ce que les rôles sont restés les mêmes, le fou et le garde-fou? Pas du tout, mais ce sont des idées reçues. Je suis probablement le plus raisonnable des deux. Non, mais on s'est trouvé sur des références communes. Moi, j'ai dit assez vite que j'avais pas envie d'être le relou qui structure tout. Et puis, on s'est rendu compte avec Nico qu'on avait tous les deux des obsessions. Mais en fait, c'est une rencontre auteur-producteur, et c'est la même chose qu'une rencontre entre auteurs. C'est on voit les interstices, on voit où on va être complémentaires. Nicolas, c'est quelqu'un qui est capable le lendemain de dire on jette tout ce qu'on a fait la veille. Moi, ça me provoque des crises d'angoisse. Par ailleurs, je suis capable de reprendre la balle au rebond et de développer des choses. Donc non, ça se passe très bien. Et Barbara apporte encore une troisième. Elle est quasiment co-auteur, en fait. Enfin, moi, j'ai du mal à voir la différence dans le développement d'une série, en tout cas. Il y a une vraie intervention à l'écriture, à la philosophie du projet. Donc. Est-ce qu'on ne serait pas la nef de cette cathédrale? C'est clair. Et justement, Sophia et Margot, pour vous, au niveau de l'écriture, du long ou même du court précédent, comment Margot t'a accompagné? Ou pas accompagné? Non, un peu comme ce que je disais sur le travail de producteur, j'ai l'impression que c'est le même. Enfin, elle est très présente, elle est très impliquée à chaque étape, mais ça continue sur le tournage et la post-prod, vraiment. Donc, et puis comme c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, et du coup, ses avis, moi, je les écoute, quoi. Donc, c'est quelqu'un qu'on écoute. La preuve, il y a plein de gens qui l'écoutent. Là. Pour l'instant, on parle de Groenland, de bière et de RER. Je suis pas sûr. Moi, ça me paraît assez cohérent par rapport à la relation auteur-producteur dans son ensemble. Et justement, est-ce qu'on pourrait revenir sur des... Je vais utiliser le terme outils, mais est-ce que vous pensez qu'il y a de bons outils, même s'ils sont humains, en fait, ou relationnels, qui vont favoriser une bonne relation auteur-producteur, ou ça reste vraiment tellement des cas particuliers qu'on ne peut pas vraiment le définir? Je pense que c'est un peu comme dans toute relation humaine, c'est l'écoute et le respect, en fait. Et comme dans toute relation forte, maîtriser ses émotions pour être à l'écoute de l'autre, je trouve. Les rares moments où on s'est un peu pris la tête, c'était parce que l'émotion, l'affect prenait trop de place par rapport à où on en était, ce qu'on faisait. Et c'est pour ça qu'on a su redescendre très rapidement de tout ça, quoi. Je vais rebondir là-dessus. Nous, on se prend tout le temps la tête, mais c'est des bonnes prises de tête. On s'engueule comme des putois, mais 2 heures après, c'est terminé et on part en fou rire. Donc, je ne suis pas certain qu'il y ait d'outils véritablement. Encore une fois, c'est une rencontre. Moi, j'ai travaillé avec un producteur avant et c'était très compliqué. C'est une rencontre qui se passe bien. Moi, je sais que je suis très fidèle dans le travail, non, pas comme dans la vie, mais on m'a fait du pied, certaines productions m'ont fait du pied, mais c'est vrai que pour l'instant, je travaille tellement bien et dans la confiance avec Barbara que je refuse tout ce qui s'offre à moi pour le moment. Cette notion de fidélité, je trouve ça intéressant. Et moi, j'ai une vision un petit peu différente. Moi, je suis trop contente qu'on continue à travailler ensemble avec Sophia. Mais en fait, moi, je trouve ça bien aussi qu'elle voit comment ça se passe ailleurs. Moi, ça me laisse le temps aussi de travailler avec d'autres auteurs. Et on se retrouve après. En fait, moi, je suis plutôt couple libre, quoi. Mais c'est ce qui nous différencie, je l'ai toujours dit. Hein, ouais. Tu veux dire la poly-collaboration, quoi. Je trouve ça bien, en fait, c'est enrichissant, en fait, de voir comment fonctionnent les autres. Parce que là, on a notre petit duo envers et contre tout, on déplace les montagnes. Et comment ça se passe ailleurs? Non, et puis, je trouve que c'est vrai que là, du coup, c'est vrai que moi j'ai d'autres projets aussi dans d'autres sociétés de production.
Mais ça ne veut pas dire que la relation elle est moins forte et que je suis infidèle et qu'on est infidèle, parce que d'une certaine manière on imagine toujours le producteur à plusieurs auteurs, et nous réalisateurs scénaristes en fait on met plusieurs années en fait à développer un projet, et à la fois je trouve ça difficile aussi de mettre autant de pression à un producteur, de dire ok je mets tous mes projets chez toi, ma série, mon machin, mon truc. Donc moi je trouve ça sain, en effet, moi de mon côté en tout cas ça m'apaise beaucoup de développer des collaborations aussi ailleurs. Mais ça veut pas dire que c'est une fin en fait. Moi je suis certaine que Margot et moi on va travailler très longtemps ensemble, et ça veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Voilà, parce que je sais qu'on en parle parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont été surpris que on m'a dit mais ma pauvre Sophia elle va faire un film ailleurs, et moi je trouve ça super en fait, et je sais qu'on continuera après. Pas sûr. Et après il y a aussi une grosse différence, c'est que vous, Nicolas, Thomas et Barbara, vous êtes sur un format sériel qui nécessite effectivement un suivi, une certaine collaboration sur le long terme, là où Sophia et Margot, vous êtes sur des rendez-vous ponctuels, intenses. C'est comme un nouveau mariage à chaque fois, si je fais une allégorie un peu grossière. On a un long qui est dans les tiroirs, et ça sera avec Barbara aussi. C'est vrai que nous, on a une histoire un peu particulière parce qu'on a commencé ensemble. J'accepte tout à fait le fait qu'elle puisse bosser avec d'autres auteurs, mais moi, j'éprouve pas le besoin pour le moment d'aller de réalisateur. Oui, aussi. Mais c'est vrai que pour l'instant, moi, je n'ai ni l'envie, ni je ne ressens le besoin d'aller voir ailleurs. Donc. Après, en tant que réalisateur, Vas-y, Barbara. Pardon, vas-y, Thomas. Après, Nicolas, il est réalisateur aussi, donc il y a quelque chose de particulier, d'attachement à un projet sur un temps long. Moi, pour le coup, je suis beaucoup plus volage. Là, évidemment, on bosse beaucoup ensemble. J'ai bossé avec beaucoup de producteurs différents. Et puis on voit, il y a des relations très différentes. Il y a des producteurs, il y a des mauvais producteurs qui sont des passeurs de place, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune vision du projet que tu leur vends. Ils te font confiance, mais c'est une forme d'abandon aussi. C'est-à-dire que, et confronté, en fait, dans la série, il y a aussi beaucoup de relations à la chaîne et aux diffuseurs et aux plateformes. Et il y a beaucoup de producteurs qui ne sont intéressés. Heureusement, ils sont minoritaires, mais uniquement par le fait de faire leur série, quelle qu'elle soit, ils veulent caser leur série. Donc voilà, ce qui est très appréciable en tout cas, et je vais arrêter de te passer la brosse, Barbara, mais c'est que c'est pas cette série à tout prix, c'est cette série avec une certaine vision, on défend quelque chose. Moi, je rajouterais pour les outils pour cette relation, c'est la communication et c'est aussi la non-communication. C'est-à-dire que je pense que le producteur doit beaucoup communiquer. Et il doit aussi savoir retenir quelques informations qui ne nous regardent pas et préserver ses auteurs. Moi, je vois souvent ça comme une relation parent-enfant aussi. Nous, dans le rôle des enfants, parfois turbulents et puis parfois tout à fait disciplinés ou dociles, comme disait Nicolas. Et le producteur comme un parent qui doit à la fois porter, donner confiance et puis en même temps, quand il y a des choses trop, avoir un petit rôle de filtre et de tampon. Et Barbara prend assez soin de nous là-dessus, je crois. Ouais, mais on n'a pas eu les mêmes parents, je pense. Non, moi je considère Barbara comme ma sœur. Ouais, moi aussi je me considère pas comme un enfant qui a besoin d'être cadré et recadré. À l'enfant Kinder. Bon, en tout cas, l'aspect humain est très important parce qu'on a un vocabulaire depuis tout à l'heure qui est sur le relationnel et l'amical. Forcément, dans un cadre de collaboration artistique, ça ne surprendra pas. Je précise quand même qu'entre vos projets cinéma, qui sont quand même dans un cadre de cinéma d'auteur assez atypique, même Derby Girl est assez atypique dans le paysage audiovisuel, là on parle de collaboration de personnes qui ont des ambitions créatrices. Évidemment, la collaboration de scénaristes qui font de la commande pour des séries télé grand public, c'est un autre travail qui fera peut-être l'objet d'une autre table ronde à l'occasion. Mais il y avait effectivement dans le travail de Derby Girl notamment une ambition de série qui se voit à l'image, quoi. Oui, mais je pense que dans la relation producteur-productrice, auteur-autrice, non seulement effectivement il y a une relation humaine, mais il doit y avoir une relation d'estime professionnelle. Je pense réciproque, bien évidemment, mais comme vous le rappeliez tout à l'heure, il faut pouvoir écouter, entendre les avis, parfois, comment dirais-je, les sensibilités de chacun, chacune, et c'est comme ça qu'on avance, souvent pour le meilleur en ce qui nous concerne. Et effectivement, sans cette estime, c'est compliqué. Moi, j'ai travaillé avec des gens où je me disais, bon, il ou elle n'est pas terrible, et très vite, on se fout de son avis, comme de l'an 40. Donc je pense que c'est primordial aussi dans cette relation. Moi,
Vas-y, Barbara. Je voulais juste rajouter tout à l'heure, donc par rapport aux qualités, en fait, j'ai l'impression que nous, quand on travaille ensemble avec Nicolas et Thomas, on essaie souvent de remettre en question la méthode, la méthode de travail, mais à chaque étape de travail. Et comme tu disais, Thomas, donc de communiquer vraiment et d'essayer de tester ce qui fonctionne pas. Donc j'ai pas l'impression, comme je sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais qu'il y ait vraiment des postures précises pour bien entretenir cette relation-là. Justement, Barbara, je rebondis là-dessus parce qu'on parlait de la différence entre la relation auteur-réalisateur et juste auteur, entre guillemets juste. Hein. Ce n'est pas du tout une dévalorisation, je te rassure. Est-ce que du coup, oui, toi, tu ressens une différence dans la manière dont tu abordes la collaboration avec Thomas ou avec Nicolas, étant donné que Nicolas est seul réalisateur sur la série? Thomas nous abandonne en général à un moment. C'est la seule différence parce que après, j'ai l'impression qu'on est tous sensibles aux mêmes choses. Comme disait Thomas tout à l'heure, les garçons ont les mêmes références, moi aussi, du coup maintenant. Et je pense que la seule différence, c'est effectivement que Thomas passe en plateau, mais qu'il y a pas mal de choix qu'on fait avec lui en amont, et après, on va dire que quand la prépa est lancée, c'est d'autres problématiques qui s'offrent à nous. Si je peux... Mais je suis pas bien sûre en tout cas dans cette collaboration-là et au stade de l'écriture, qui est vraiment une différence. En tout cas sur cette collaboration-là, je sais pas ce que vous en pensez, Nicolas et Thomas, mais évidemment il y a des questions de mise en scène qui se posent tout de suite. Oui, Thomas a cette faculté, cette grande faculté à pouvoir se projeter dans la mise en scène, ce qui est, je pense, rare chez beaucoup d'auteurs, qui couchent souvent des idées sur le papier, mais généralement assez évanescentes ou difficilement imaginables d'un point de vue technique ou d'un point de vue de la mise en scène. Thomas a ce génie-là, si je puis me permettre. Et puis oui, il nous abandonne au moment du tournage, mais il vient quand même souvent à l'heure de la cantine, très bizarrement. Et son avis artistique dans la mise en scène, pour moi, également est primordial, même si, effectivement, on ne va pas se voir pendant des mois et des mois parce que je suis en tournage. On va quand même s'appeler, parler des idées, et généralement, quand on a des idées, on essaye de les visualiser tout de suite et ne pas se dire, ok, ça fait super en termes de formulation, mais c'est des trucs impalpables, un peu nébuleux, qu'on ne peut pas coucher véritablement en images. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on oublie parfois de faire, peut-être vis-à-vis des scénaristes. C'est que nous, j'ai l'impression qu'on a gardé un suivi avec Thomas, c'est-à-dire que à chaque fois, on lui envoyait donc les essais casting, on lui montrait les décors, les costumes. Enfin, on maintenait vraiment une discussion après la phase d'écriture. Donc, et ça, je trouve que c'est bien quand même de garder les scénaristes dans la boucle. C'est vrai qu'on a une relation particulière avec Thomas, comme expliquait Nicolas, mais je trouve ça bien et c'est assez rare. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour élargir, moi je travaillais sur quelques séries et en fait c'est extrêmement rare qu'un auteur soit impliqué sur la suite. C'est voilà, on a rendu le texte, on disparaît, et recevoir par exemple des rushs jour à jour. Je trouve que ça n'arrive quasiment jamais et c'est bien dommage, ne serait-ce que pour le plaisir de voir les choses se faire. Moi j'ajouterais qu'il y a un vrai confort, en tout cas à être seulement juste auteur, comme tu disais. C'est que pour moi, et ça c'est vraiment très personnel, je trouve que le passage à la discussion sur la réalisation, sur la mise en scène et sur les moyens mis en œuvre, pour moi c'est le moment de la frustration, que je ne vis pas du coup, mais c'est le moment où, au niveau de l'argent, tu vois ce qui est faisable, tu vois en combien de temps tu dois le faire. Et moi, c'est quelque chose, quand je les vois discuter de ça, je me liquéfie, je me dis, mais heureusement, je ne suis pas réalisateur parce que ça me rendrait fou de devoir raboter. Donc voilà, moi, j'ai le beau rôle, j'écris, et puis après, je me dis, ah super, vous avez réussi à faire ça. Mais ces discussions que vous avez, qui vous mettent un peu plus à rude épreuve, du coup, dans la relation, moi, je trouve ça assez... Enfin, c'est le regard extérieur. C'est ton côté enfant, ça.
Margot, toi, tu as déjà travaillé avec des scénaristes cinéma court ou long, mais qui ne sont pas réalisateurs ou réalisatrices comme Sophia? Non, pas du tout, en fait. J'aimerais beaucoup parce que je pense que c'est une expérience complètement différente. Et j'aimerais beaucoup même travailler avec quelqu'un qui écrit le scénario et avec un réalisateur qui n'a pas du tout écrit. Vraiment que chaque poste soit vraiment séparé. Et j'aimerais bien. C'est une expérience et je pense que c'est un peu à l'américaine, ils font ça. Et du coup, le producteur a d'autant plus de place parce qu'il choisit les différents collaborateurs. Mais après, j'adore cette position aussi d'auteur réel parce que l'implication est telle que on vit le projet à fond aussi. Mais du coup, c'est ça, ça redouble d'intensité, alors qu'en passant d'un scénariste ou d'une scénariste qui a, entre guillemets, rendu son travail, et à la réalisatrice ou le réalisateur qui va ensuite continuer la perspective artistique, tu recommences un peu le relationnel avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi l'occasion de relâcher un peu la pression sur la première collaboration avant la deuxième. Enfin, c'est très théorique ce que je dis, mais... Oui, ouais, bah, moi aussi, parce que c'est juste de l'imagination, je sais pas, peut-être. Peut-être le ferai-je un jour, je sais pas. Sophia, toi, tu as envie d'écrire, mais pas de réaliser certains projets? Tu as le droit de dire non. T'as le droit de pas répondre. Non, je réfléchis parce que j'ai déjà essayé en fait d'écrire et de pas forcément réaliser. J'ai collaboré à l'écriture parce que, mais en réalité, moi ce que j'écris, j'ai envie de le réaliser en fait. Et je suis trop impliquée dans ce que je fais. C'est-à-dire, je suis omnibulée, c'est obsessionnel pour pouvoir. C'est vrai. Pour pouvoir, tu vois. Ouais, ouais. Pour revenir sur le retour d'expérience, est-ce que vous pourriez revenir avec nous, si vous le souhaitez, en tout cas, sur quelques moments forts qui ont caractérisé votre relation, en fait, ou qui l'ont fait évoluer dans la collaboration autour du projet? Remarquez, je ne pose pas la question. Et comment s'est passé le tournage? C'est une petite private joke parce qu'on vient de finir le tournage du long métrage et on en parlait un petit peu dans les coulisses avant. Mais on vous en dira quelques mois après. Moi, en fait, il y a un moment qui a été déterminant dans notre relation et dans le moment du projet. Déjà, on a tourné ce court-métrage, c'était déjà difficile. Enfin, tout a été un peu un parcours du combattant. Et après, on a eu la grande chance de faire la première de ce court-métrage à Sundance. Et c'était assez exceptionnel. Et c'était en plus en janvier 2020, avant que le monde s'arrête, quoi. Donc c'était... avec le recul, c'est encore plus fou. Et en fait, on a eu encore la plus grande chance encore d'y gagner le Grand Prix. Et en fait, à partir de là, on savait que les choses allaient un peu changer pour nous, que ça allait s'accélérer. Sur place, on avait rencontré Maïmouna Doucouré aussi et son producteur qui avait vécu quelque chose d'un peu similaire en gagnant un prix là aussi. Et il nous avait dit, faut que vous soyez sûrs de vous et il faut que vous soyez forts entre vous parce que à partir de demain, tout le monde vous tombe dessus et tout va s'accélérer. Et en fait, je me rappelle très bien, au milieu de la neige, on a eu une grande discussion où on a tout remis à plat, etc. Et depuis ce jour-là, tout est fluide et on a avancé très vite et toujours main dans la main, quoi. Beaucoup d'histoires de tempêtes de neige dans votre collaboration. Et finalement, vous tournez dans le désert marocain. Donc, Dans la glace. Il y a des tempêtes de neige aussi. Hein. On s'en est tapé aussi. Non, mais c'est vrai que vous parliez de communication. C'est vrai qu'en fait, il faut pas avoir de frustration. Donc, quand il y a des choses qui vont pas, c'est comme dans un couple, en fait. Donc, moi, j'ai l'impression qu'avec Margot, je pense que il y a eu des moments où c'était compliqué, mais c'était... en réalité, maintenant, je trouve on a eu des moments très difficiles sur le tournage, en effet, mais en fait, jamais ça a été difficile entre nous parce qu'on était toujours ensemble. Et on s'est... Je sais pas. Je pense qu'on fait bloc et c'est ça qui est le plus important, au final. C'est compliqué de passer après la tempête de neige. À Sundance. Il te reste le RER. Si je devais me remémorer d'une seule chose, on a eu un petit souci de mise en production pour la saison 2 qui a été reculée. On était tous très déçus, on ne savait pas trop quoi faire. Et il se trouve qu'avec Thomas, qui était chez moi ce jour-là, nous sommes allés boire des bières, une fois n'est pas coutume. Et on a eu très vite une idée de pitch. On s'est dit, tiens, ça peut être sympa, etc. Le lendemain, on en parlait à Barbara. Une semaine après, on écrivait une Bible en même pas 5 jours. Et puis, c'est ce qu'on est en train de développer actuellement. Et je trouve que c'est notre force aussi, à nous trois, de savoir toujours rebondir, de savoir s'entraider. Et dès qu'il y en a un qui a un coup de mou, l'autre reprend un petit peu des forces pour tout le monde. C'est pas vraiment une anecdote, mais ça vous donne un petit peu l'esprit de la synergie qui existe dans cette collaboration.
Oui, et puis moi j'ai essayé de me souvenir de moments difficiles, et en fait, du coup, ça m'a mené à une autre réflexion. Je pense que parmi les outils, il y a la mémoire courte. Et la mémoire courte, c'est hyper important, parce que je me souviens vaguement qu'il y a eu plein de moments hyper durs de découragement, ou voilà, sur Derby aussi, sur l'écriture, on a l'impression d'être complètement bloqué. Et en fait, je n'arrive pas réellement à remettre le doigt dessus, parce qu'à la fin, on est juste heureux d'avoir fait la série. On oublie complètement tous ces moments-là. Et non, moi, je soulignerais quand même qu'on a réalisé l'exploit d'écrire cette série, cette saison 2, en tout cas, en plein Covid. Et les brainstorms sur Zoom, c'est l'enfer sur Terre, parce qu'il faut être drôle. Sur Zoom, c'est pas facile. Ça s'arrête toutes les 40 minutes. Ça s'arrête toutes les 40 minutes parce qu'on est trop radin pour acheter un compte pro. Et surtout, surtout, c'est très dur d'être chez soi, d'encaisser les retours, même de se faire du bien. Bon, c'est très drôle. Attends, wow. Non, devant un ordinateur, c'est possible de se faire du bien, mais en tout cas, non, moi je me souviens que cette série, on l'a réalisée vraiment, on l'a écrite vraiment dans des conditions un peu guérilla, un peu étranges. Voilà, et je retiens plein de moments, en fait, qui durent pas très longtemps, mais on a tous nos façons de se mettre en colère. Moi, j'ai des moments où je bloque, où j'ai envie de claquer la porte, mais non. Mais je fais ma tête de con. Mais en fait, on a tous des façons de le faire, mais vraiment, je j'ai pas souvenir de cataclysme et d'éruptions volcaniques. Oh, moi j'en ai plein, mais il y a des choses que je ne peux pas raconter forcément. Non, mais des difficultés, on en a connu, des bonnes engueulades aussi, mais vu qu'on a une relation très particulière, comme j'expliquais précédemment, c'est vrai qu'on peut s'engueuler et se rabibocher dans la même heure. C'est des choses qui arrivent. Donc forcément, il y a une forme de relation saine parce qu'on peut tout se dire. Et ça va au-delà de l'aspect professionnel. Des mauvais moments, aujourd'hui, je les considère comme bons parce que ça nous a permis aussi d'avancer, de faire évoluer notre relation et également de nous faire avancer professionnellement chacun de notre côté. Donc voilà. Et toi, Barbara, du coup, la même question, les moments forts qui caractériseraient votre relation, qui les ont fait évoluer? Moi, du coup, je réfléchissais à un moment important qu'on n'a pas pu, je pense, partager vraiment tous les trois, parce qu'on n'était pas tous les trois ensemble, mais c'est vrai que comme disaient Nicolas et Thomas, la saison de Derrière a été très compliquée, d'abord parce qu'il y a eu le Covid, ensuite parce qu'il y a eu ces reports, ensuite parce qu'on y est allé un petit peu au dernier moment. Mais au final, elle est beaucoup mieux que la première. Finalement, on est très contents. Ils ont fait un travail formidable, comme d'habitude, sur l'écriture et les équipes et Nicolas, formidable sur la réalisation. Mais en fait, on avait un petit peu, je pense un petit peu comme tout le monde, toutes ces périodes ont un petit peu cassé notre enthousiasme. Et juste avant les vacances, donc on travaille sur cette nouvelle série et en fait, on a des retours enthousiastes et un peu dithyrambiques d'un diffuseur. Et on n'était pas ensemble à ce moment-là, mais je sais que tous les trois, ça nous a fait un bien fou et qu'on s'est dit, ok, si c'est la première fois qu'on faisait lire en fait un travail d'arche, si en face c'est ce regard-là sur les textes, et cette bienveillance-là et cet enthousiasme, on peut aller au bout du monde tous les trois et faire 1000 projets, quoi. Donc voilà. Et c'était un peu triste parce qu'on n'était pas tous les trois ensemble à ce moment-là, donc on n'a pas pu vraiment se féliciter. Ouais, mais dans le cœur, on était ensemble. Donc du coup, question un peu provocatrice pour nos amies productrices. Est-ce que vous considérez un peu parfois comme les psychologues de vos auteurs? Les petits, j'ai pas entendu les petits. Les psychologues de vos auteurs. Oh. Parce que parents, d'accord, mais psy... L'inverse est vrai, hein. Un peu moins. Oui, dubitative. Sophie, elle me dit tu peux dire oui, donc je vais dire oui. Mais il y a le fait aussi qu'on soit très proches et très amis, et je pense qu'on est tous un peu les psys de ses amis aussi. Et là, on partage en fait. Pour nous, tout est allé assez vite en fait. Ce premier long métrage, on l'a financé très vite, on a tourné très vite. En fait, on vit quelque chose de fort et d'intense ensemble, donc forcément, on partage beaucoup et j'écoute ce qu'elle me dit, mais je pense qu'en retour aussi. Et toi, Barbara? Et moi, je ne sais pas si j'ai l'autorisation, mais je vais dire oui.
aussi. Mais j'ai l'impression que effectivement c'est réciproque, c'est-à-dire que j'essaie souvent d'épargner. Nicolas parfois a plus d'infos parce que c'est souvent en tournage en fait qu'il y a le plus de problèmes. Donc j'essaie un petit peu d'épargner en tout cas les problèmes autour de la production. Après il y a les problèmes dont je dois lui faire part aussi parce que il est chef de plateau et on s'est toujours dit qu'on se dirait les choses et qu'en fait on trouverait toujours des solutions ensemble. Donc j'ai l'impression que c'est plus réciproque et pareil avec quand on est sur les temps d'écriture, il y a des choses sur lesquelles je me confie évidemment à eux, les difficultés sur lesquelles je me confie. Après, moi, si je puis me permettre, j'ai pas l'impression qu'on soit absolument représentatif de toutes les relations auteur-producteur, parce que là, on est sur des relations très fusionnelles tous. Et c'est génial. C'est vrai. Moi, pour le coup, j'ai connu d'autres relations avec d'autres producteurs, et j'en connais encore, qui sont beaucoup plus distantes. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas saines et riches et professionnelles. Simplement, moi, je note qu'il y a un souci. Alors, ce n'est pas du tout ta question, je suis désolé, mais je vais élaborer. Non, mais il y a un souci en ce moment qu'on rencontre, ou en tout cas, des producteurs me parlent de ça. C'est que de nombreux producteurs peinent à créer des relations avec des auteurs parce que le métier d'auteur étant un peu précaire, les auteurs ont tendance à s'éparpiller, à travailler sur énormément de projets en parallèle, en même temps, et à créer du coup, qui trop embrasse mal étreint, à créer de nombreuses relations très superficielles avec beaucoup de producteurs. Et ça, je pense que c'est tout le milieu qui doit se regarder aussi, parce que là maintenant, il y a des producteurs qui ne trouvent pas d'auteur pour leur projet parce que machin n'est pas dispo, parce que bidule est sur autre chose. Et ils n'arrivent plus, et je crois que les producteurs commencent à être demandeurs de ça, se disent mais merde, pourquoi je n'arrive pas à créer une relation avec un auteur parce qu'il est toujours barré à droite à gauche, et qu'il y a une réflexion qui est en train de se mener, notamment à cause de la multiplicité des projets, parce que maintenant il y a les plateformes, il y a énormément de guichets différents, donc souvent les auteurs ont 6 projets différents avec 6 prods différentes. Et il y a un moment, voilà, comment on fidélise. Je pense que même les auteurs depuis longtemps se disent comment j'arrive à m'acoquiner avec un producteur de manière durable. Et je crois que les producteurs sont en train de se demander maintenant, eux aussi, comment je fais pour créer une famille voilà, de création. Et voilà, nous on a la chance de l'avoir avec Barbara et on l'a trouvé, on est ravis, mais c'est vraiment pas la norme. C'est vraiment pas la norme. C'est vrai que c'était pas du tout la question. Ah mais ça enchaîne plutôt bien parce que j'allais parler des mauvaises collaborations justement parce que effectivement on a des exemples plutôt positifs, mais je voulais vous demander si vous aviez vécu de mauvaises collaborations avec d'autres auteurs ou d'autres producteurs, et est-ce que comment ça a pu nourrir vos attentes peut-être aussi par rapport Tu veux des noms? Bah écoute, si tu veux en donner, moi je ne t'arrête pas mais vous n'êtes pas obligé de citer de nom. C'est enregistré. Mais est-ce que voilà, vous en avez vécu de mauvaises? Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté? Est-ce qu'elles ont généré des attentes plus fortes peut-être aussi, ou des craintes quant à de futures collaborations, ou au contraire vous vous êtes dit ça peut pas être pire, tant mieux? J'ai vécu le pire maintenant. J'en ai eu énormément. J'ai eu énormément de déceptions professionnelles, notamment parce que j'ai, comme beaucoup de gens, j'ai voulu bosser avec mes potes. Voilà, et ça s'est extrêmement mal passé. Et puis, j'ai eu la chance de faire de mes collaborateurs mes nouveaux potes. Donc j'ai plutôt pris la chose par l'autre bout, et ça a plutôt fonctionné dans mon cas. Et après, j'ai eu des relations avec des producteurs un petit peu tumultueuses également, probablement parce qu'ils n'étaient pas assez fins psychologues, contrairement à Barbara, et que j'ai aussi mon petit caractère. Mais non, ouais, j'ai eu des mauvaises expériences, mais ça je veux dire, c'est pas un cas singulier dans le milieu, ça arrivera à tout le monde. Ou ça arrive, oui, ou ça arrivera à tout le monde. Ouais. Moi, je renvoie, pardon, je parle beaucoup, mais je renvoie il y a eu un mouvement qui s'appelle Parole de scénariste, qui a émergé il y a un certain temps et qui publiait des témoignages alors emblématiques et particulièrement scandaleux. C'est pas la norme non plus, mais il y avait des dénonciations de beaucoup de dérives dans la relation souvent auteur-producteur. Moi, la plupart des mauvaises expériences que j'ai eues, c'est pas du tout celles auxquelles on pourrait s'attendre. C'est pas le producteur, la caricature du producteur, c'est le producteur au cigare qui a plein d'argent et qui nous arnaque, qui nous vole nos idées. Moi, j'ai jamais eu vraiment ce souci-là. Je me suis jamais fait arnaquer. En revanche, c'est ce dont je parlais précédemment, c'est le producteur qui n'a pas de vision et qui nous laisse en porte-à-faux face au diffuseur, qui nous abandonne dans certaines réunions avec le diffuseur, qui nous dit moi ça m'est déjà arrivé concrètement
de faire une réunion avec mon producteur qui me dit bon, on est complètement dans les choux pour la suite de l'écriture, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Au revoir. D'avoir une réunion avec un diffuseur et que le producteur se tourne vers moi et dise oui, alors donc qu'est-ce qui se passe sur la suite, tout en sachant que je n'ai aucune idée puisqu'on vient d'en parler, donc moi qui improvise avec des grosses gouttes. Voilà, donc c'est plutôt des manques de ce que j'appelle les manques de colonne vertébrale, c'est-à-dire le producteur un peu lâche qui du coup n'a ni de vision sur le projet ni très envie de ménager son auteur. Mais et puis après il y a des licenciements brutaux aussi, il y a des moments où ça se passe même par un mail. Moi j'ai déjà reçu des mails de bon bah la collaboration va s'arrêter maintenant et c'est très brutal. Enfin voilà, c'est un manque de tact, de psychologie. C'est le moment coup de gueule, hein. Donc, on peut y Dépense. aller. Moi, personnellement, en tant que réalisateur, je trouve que le métier d'auteur est largement dévalorisé. Personne n'est capable de citer 10 scénaristes en France, à part les gens du milieu, donc c'est très compliqué. Contrairement à la culture anglo-saxonne, où c'est vrai que l'auteur a une place un petit peu plus particulière, on va dire, j'ai l'impression que les lignes sont en train de bouger, je l'espère en tout cas, parce que comme vous le rappeliez en introduction, je pense que les auteurs sont quand même la première étincelle pour faire une création, donc on en a besoin, et je pense qu'il est important de les chouchouter, de les cajoler et de leur payer la nourriture le midi. Et de les consoler parfois aussi. Hein. Non, ça va. Sophia, tu voulais réagir? Et par rapport aux mauvaises collaborations, en fait, si tu en avais vécu, sans forcément citer de nom, et si elle t'avait apporté, généré des craintes ou des attentes par rapport aux collaborations futures que tu pouvais avoir. Des craintes ou des attentes. Je trouve que c'est comme des relations, comme disait Margot tout à l'heure, c'est des rencontres humaines, donc je vais pas, c'est un peu comme taper sur ses ex, c'est un peu facile, quoi. Mais du coup, non, j'ai eu plusieurs producteurs sur mes courts-métrages précédents, mais la rencontre s'est pas faite, c'est tout. Il peut y avoir des différents artistiques aussi. Il peut y avoir des producteurs qui comprennent pas forcément où veut en venir le scénariste, et il y a une dissonance d'attente artistique des deux côtés. Je pense que c'est peut-être c'est une question de rencontre et tu vois. Oui, mais je veux dire, c'est pas que humain, quoi. C'est ça que je voulais dire. Peut-être que mon ex sera un très bon mec pour une autre fille, tu vois. Je veux dire, ça. C'est beau ce que tu continue dis. l'allégorie. On peut pas faire des généralités sur les personnes avec qui on a travaillé. Oui, puis on a le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on peut se tromper aussi, on peut se rendre compte en cours de création qu'on n'a pas forcément où on n'a plus la même vision du projet en fait, et on peut se séparer en bons termes. On continue sur la métaphore couple, mais c'est vraiment, en même temps, c'est ça qui en ressort, c'est que c'est une vraie famille, c'est un vrai couple, c'est une relation qui est humaine avant tout, quoi. C'est pas juste, comme on peut le fantasmer, une relation économique en fait. Oui, après, il y a certains producteurs, on va parler de leurs défauts aussi, mais il y a certains producteurs qui ont tendance à considérer l'auteur comme un instrument. C'est-à-dire qu'il y a certains producteurs qui se réveillent un matin, qui ont une idée de série, qui peut être très bonne, hein, par ailleurs, c'est pas la question, et qui se dit, tiens, je vais recruter ce gars-là, il va me l'écrire exactement comme je le veux, sauf que malheureusement, l'auteur, moi j'ai fait beaucoup de travail de commande, donc j'ai absolument pas d'ego là-dessus, ça me dérange pas de travailler sur les projets d'un autre, voilà, mais dans ce cas de figure-là, c'est pas vécu comme une collaboration, j'embauche cet outil, il va me faire le taf comme je l'entends. Et souvent, le producteur qui fait ça est souvent pas capable d'écrire lui-même sa série. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va chercher quelqu'un d'autre. Donc voilà, des fois il y a plus des malentendus, je dirais, que de la malveillance. Mais de temps en temps, voilà, ça se joue à ce niveau-là. Et toi, Barbara, est-ce que tu as vécu de mauvaises collaborations qui ont jalonné ton parcours? Alors, moi, j'ai les seules mauvaises collaborations, on va dire, c'est des collaborations que j'avais pas choisies. Donc qui sont, on va dire, qui ont eu lieu avant que je devienne productrice. Donc des auteurs et des réalisateurs aussi avec qui j'ai collaboré on va dire, parce qu'il fallait que je travaille en tant que chargée de développement ou directrice littéraire sur les projets. Mais j'ai l'impression que moi, maintenant, quand on se rencontre avec des scénaristes, en fait, il faut qu'il y ait une rencontre. Pour qu'il y ait une collaboration, il faut qu'il y ait de toute façon, au départ, une rencontre. Et s'il n'y a pas cette rencontre, même si le projet me plaît beaucoup, j'ai l'honnêteté de me dire, ok, ça peut humainement
ne pas passer. Donc, comme c'est une des aventures qui nous prennent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, souvent, quand je sens que ça va pas passer, je passe mon tour. Mais du coup, depuis que je fais ça, j'ai pas eu de mauvaises surprises. Très bien, merci. On va peut-être maintenant ouvrir des questions à la salle, si le public veut se lancer. Je sens qu'il va y avoir une vague de mains qui vont se lever. Oui, alors il y a un monsieur qui a été très rapide au premier rang. Donc... Trop rapide. On a un micro pour la salle, je ne sais pas d'ailleurs. Oui, il arrive. Merci. Bonsoir, j'ai 3 Bonsoir. questions pour mademoiselle Alaoui. Je voudrais savoir, première question, est-ce que vous avez tourné un long métrage avec Nabil Ayouch? Première question. Est-ce que c'est une rumeur? Je ne sais pas. Bon. Deuxième question. Nabil Ayouch? Deuxième question, est-ce que vous allez tourner en fait, hein, entre guillemets. Deuxième question, est-ce qu'il y a une rumeur comme quoi Sur Sophia, dis donc. Non, c'est une rumeur comme quoi est-ce qu'il y a une deuxième question? Bon, on va déjà répondre à la première, peut-être. Non. En fait, il est réalisateur, Nabil Ayouch est réalisateur et moi je suis réalisatrice. Bon, il est aussi producteur, mais non. Ok, et Barney Productions? En tant que producteur? Non, est-ce que vous allez tourner un film J'ai tourné un film là. Ah, pour Barney Productions? Barney? Ouais, Ah non, Barney, justement, c'est la série. C'est une série, c'est Saïd Amish, le producteur, et c'est une série que je développe en ce moment, en effet, ouais. Ok, et troisième, c'est quoi vos projets pour la suite? C'est déjà terminé ce film, d'en être satisfaite. Le tournage n'a pas été facile, et donc il faut que je me remette. Il faut s'en remettre, oui, non mais c'est vrai, c'est une réalité. Et puis trouver l'énergie pour la suite, pour cette série, pour le deuxième long métrage. Et il y a rien sur Nabil Ayouch. Il y a rien que vous n'allez pas tourner un film avec. Ah non, mais j'ai fait un documentaire avec sa société de production il y a 5 ans, mais il était, c'est ça. En tout cas, tu sauras qu'il y a une attente assez forte pour que tu travailles avec Nabil Ayouch. En tout cas. D'autres Marocains font le cinéma que Nabil Ayouch. Margot, méfie-toi. Hein. Faut mettre ta page Internet Movie Database à jour. Oui, une autre question, madame. Bonsoir. Je n'avais pas Bonsoir. du tout une vision de banquier des producteurs, mais j'en attends justement d'être un collaborateur. Mais il y a quelque chose qui m'énerve quand on dépose un projet, on attend quelques semaines, voire quelques mois, on attend toujours une réponse. Il n'y a pas de réponse, on relance, il n'y a toujours pas de réponse, et on relance, il n'y a toujours pas de réponse. On attend une réponse, même négative, même stéréotypée par mail. Ils ont des secrétaires dans certaines productions. Alors pourquoi ils nous répondent jamais, même non? Alors, je pense que c'est moi qui dois répondre à ça. En fait, je comprends tout à fait et par correction, moi j'essaye de répondre. Sauf que, en fait, je vois tout à fait votre point de vue. Notre point de vue aussi, c'est que moi, par jour, de scénarios, je pense que j'en reçois entre 20 et 50. Et j'ai les projets qui sont déjà en cours, qu'on fait déjà, qui me prennent beaucoup de mon temps. Nous, dans la boîte, on est 4. Je peux pas lire les 50 scénarios par jour, apporter une réponse précise, etc. Et beaucoup de gens, quand on apporte une réponse négative un peu stéréotypée, demandent des retours malgré tout, en fait. Donc, c'est pas par manque de respect ou de considération, c'est juste que on n'est pas des machines et qu'on est très sollicité, quoi. Alors, moi, madame, sachez que je vais prendre votre défense. Maintenant, juste pour élargir, est-ce que c'est vraiment l'apanage des producteurs? Je pense pas. Je pense que dans la plupart des métiers, c'est comme ça. Malheureusement, on envoie des CV et ça reste sans réponse. Mais je suis assez d'accord avec vous. Je sais que nous, avec Barbara, on a mis un point d'honneur aussi à répondre aux comédiennes qui se présentent au casting pour leur donner une réponse malheureusement négative quand c'était le cas. Mais pour moi, c'est la moindre des choses parce que j'ai souffert comme vous pendant ma jeunesse de ne pas avoir de réponse et je trouve qu'un mail type pourrait faire entièrement l'affaire et je vous rejoins là-dessus. Alors moi, c'est l'opposé, pour le coup. Parce que j'ai envoyé beaucoup de mails et on me répondait pas quand j'étais, il y a 10 ans. Et maintenant, je comprends les gens, en fait. Parce que, typiquement, je reçois... je me sens étouffée, des fois, alors pas de scénaristes, mais de messages Instagram, Facebook, email, de compositeurs, d'acteurs,
qui m'envoient leur bande de démos, que je dois commenter. T'as vu mon court-métrage, est-ce que tu peux me dire ce que tu as... Et en fait, moi, je me sens étouffée, je peux pas répondre à tous ces gens-là. Je comprends. Et que, mine de rien, c'est aussi une histoire de rencontre. Là, des festivals, moi, Paris Court Devant m'a fait grandir. J'ai pas justement rencontré mes producteurs et mes collaborateurs en envoyant des emails, mais je les ai rencontrés en allant dans des festivals comme Paris Court Devant. Donc voilà, il faut aussi profiter des... Ça, c'est intéressant. Je vais faire un compromis. C'est aussi un secteur où il y a effectivement beaucoup de sollicitations, beaucoup d'échanges de messages. C'est très compliqué à gérer de tous les côtés. C'est aussi pour ça que quand on vit cette expérience en émergence, au bout d'un moment, on arrête d'envoyer à des producteurs par mail. Et en fait, on va les rencontrer en festival, on participe à des tables rondes, des concours. On trouve des moyens détournés et ça marche tout aussi bien et on perd beaucoup moins de temps et d'énergie. Et c'est plus simple de parler directement à un producteur, une productrice. Donc c'est aussi une connaissance du paysage audiovisuel cinéma qui est peut-être trop méconnu des scénaristes émergents et des prods aussi qui débutent et qui s'attendent peut-être pas à autant d'avalanches de messages, quoi. Moi, je dirais dans votre sens à tous, en fait, c'est que je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait du respect et que la moindre des choses, ça soit d'être pris en considération, mais il faut aussi avoir conscience du milieu professionnel dans lequel on évolue et de la réalité du métier, en fait, du producteur, qui est très sollicité, comme vous pourrez l'être après. Donc il faut éviter de le relancer 10 fois dans la même journée aussi, par exemple, parce que ça se voit. Margot m'en parlait tout à l'heure par téléphone, des gens qui appellent 5 fois et qui limite pitchent leur projet sur la boîte vocale. Et à un moment, c'est pas possible de travailler comme ça. Et de l'autre côté aussi, voilà, je pense qu'ils font de leur mieux. Alors il y en a qui répondent pas parce qu'ils ne veulent pas répondre, mais ça c'est tout le monde est différent. Parfois ils n'ont pas la capacité, si justement ce sont des producteurs indépendants qui reçoivent. Et encore 20 à 50 scénarios, je trouve que c'est un chiffre assez bas. Parce qu'il y en a qui en reçoivent plus de 200 par jour, et je peux vous dire que c'est compliqué, surtout quand on est aussi sollicité par des institutions, que tu es lectrice aussi pour des commissions et que ça... Exactement. Et aussi, je trouve ça un peu dommage d'envoyer directement un nom, parce que nous, on se dit qu'on essaiera de les lire, on a toujours espoir de faire bien. Et envoyer un nom direct stéréotypé, je trouve ça, pour le coup, c'est manquer de considération. Et pour ce qui est d'avoir des retours, l'idéal, c'est aussi de s'adresser à des lecteurs de scénarios, si on peut payer des lecteurs, évidemment, ou alors des collaborateurs, collaboratrices qu'on connaît, avec qui on fait un échange de « tu me lis, je te relis ». Ça peut marcher, ça aussi, si vous voulez des retours avant de trouver un prod. Est-ce qu'il y a d'autres questions vraiment sur la relation prod-scénariste ? Oui, bonjour. Moi, j'avais juste une question, mais c'était plus à l'adresse des productrices, pour le coup. Qu'est-ce que vous pensez de la relation directe entre les auteurs et les diffuseurs, quand, par exemple, un auteur, un scénariste vient directement pitcher son projet au diffuseur, pour une simple raison, c'est que souvent les options sont assez mal payées, et passer beaucoup de temps à développer en fait un scénario dont on n'est même pas sûr que le diffuseur derrière va le prendre en convention de développement. Du coup, qu'est-ce que vous pensez en fait de cette relation directe entre diffuseur et scénariste ? Bravo, très bonne question. Bon point. Je pense que Barbara sera plus apte que moi, parce que je pense que c'est un truc plus de série, parce que nous on n'a pas ce rapport-là de diffuseur, etc. Nous en fait on développe le projet entre nous, puis après on va chercher un distributeur, puis après on sort en salle, donc c'est pas pareil. Mais je trouve ça un peu dommage, parce que moi j'ai des exemples proches de moi, de gens qui font des séries aussi, et je sais qu'ils sont très sollicités par la plateforme en direct pour squeezer le producteur. C'est quand même une assez grosse méconnaissance de notre métier et de ce qu'on apporte au projet, je trouve. Après tout ce qu'on vient de dire durant cette table ronde, est-ce que vous pensez que c'est cool de se passer de ça ? Bon, je sais pas. Non, moi je dis pas que c'est cool, mais voilà, c'est plus par rapport aux options et au temps de développement et justement à la viabilité de la série derrière, ce qu'on n'est jamais sûr. Je pense que la patience amène aussi la richesse humaine de ce qu'on apporte, et le projet est plus fort et mieux financé, évidemment, quand on est là, parce que les auteurs savent pas forcément ce qu'il faut accepter et pas, et comment, et dans quels termes. Mais bon, je laisse la parole à Barbara. Faut pas oublier, juste avant de te laisser la parole, Barbara, faut pas oublier que producteur, c'est un métier, et diffuseur, c'en est un autre. Barbara, qu'est-ce que tu en penses ? Si tu es encore avec nous. Barbara n'est plus avec nous. Bon, on a perdu Barbara. Mais je comprends tout à fait votre Ah, pardon, vous m'entendez ? Oui. Tu nous as entendu sur la question Il y a 2 points. Le premier point, c'est que je trouve ça intéressant que les diffuseurs commencent à s'intéresser, en tout cas, à des scénaristes, au métier de scénariste, en tout cas, qu'eux aient cette sensibilité-là. Parce qu'aller directement parler à des scénaristes, c'est reconnaître la qualité en fait, des scénaristes. Donc ça, je trouve ça positif. Après, nous, on a failli se faire voler Thomas comme ça avec Nicolas. Donc,
Voilà, je sais, je trouve ça bien par rapport au métier de scénariste. Après, effectivement, comme disait Margot, c'est vrai que le producteur me semble quand même indispensable dans la relation au diffuseur. En fait, pour toutes les raisons évoquées précédemment. En fait, déjà, si je peux me permettre de répondre. Déjà, les options sont mal payées. Je ne pense pas que ce soit une vérité générale. C'est-à-dire qu'il y a des options qui sont bien payées. Et une option, ça se définit par la durée. C'est-à-dire qu'une option peut être bien payée si elle dure 6 mois. Après, c'est la compétence du producteur, encore une fois. Un producteur qui signe une option basse et qui garde le projet dans ses cartons pendant 3 ans, oui, c'est un mauvais producteur. Normalement, un bon producteur, il mesure son risque, il met une petite option et ensuite, il part à la bataille. Et notamment, une partie de son combat, si je ne m'abuse, c'est de savoir ce qu'un diffuseur attend aussi. Et si tu vas voir Netflix aujourd'hui, ils veulent pas tout. Ils veulent certains trucs. En plus, ça change tous les mois parce qu'il y a un truc qui a Squid Games qui cartonne. Donc maintenant, ils veulent ça. Et alors que 2 semaines avant, ils voulaient Lupin. Donc moi, je pense que le producteur, il a quand même un vrai rôle toujours d'accompagnement. Après, évidemment, c'est dur de faire une croix sur cette success story de Jean-Claude Van Damme qui fait un grand écart devant un producteur et qui a un rôle. Donc tu as envie en tant qu'auteur d'arriver et de dire j'élimine les intermédiaires, je vais les souffler et ils vont me prendre. Moi je trouve que la meilleure configuration, c'est de trouver un producteur qui va te renseigner sur... je dis pardon, c'est général, qui va renseigner l'auteur sur les cibles à viser, voilà, les genres à viser, et ensuite qui va l'accompagner et lui permettre de pitcher directement ensuite au diffuseur. C'est sûr que c'est toujours mieux d'être présent et de pitcher soi-même. Même en tant qu'auteur, excuse-moi Alban, même en tant qu'auteur, moi je suis très content quand il y a un producteur, une productrice pour faire tampon entre moi et le diff, que souvent j'ai envie de massacrer ou de jeter sous un bus. J'allais surtout venir à ça, c'est que je trouve la question très pertinente, mais il faut aussi faire attention et inclure sa dérive potentielle en fait. C'est-à-dire qu'on parlait de plateforme, moi j'ai des amis qui ont été impliqués sur des projets de plateforme où justement on essayait d'avoir un producteur qui était vu comme un producteur exécutif en fait, plus qu'un producteur, et que c'était un peu une technique pour dire bon, arrivé en post-production, le final cut c'est le diffuseur qui l'a en fait. Toi t'as plus ton mot à dire, et là il pouvait pas se reporter sur son producteur pour monter au créneau avec lui dans ce duo ou ce trio de création qui dit attention, non, nous on a une vision à défendre contre les velléités du diffuseur. Et de faire sauter ce maillon essentiel de la chaîne peut vous fragiliser plus tard. En fait, ça peut être un écran de fumée sur on vous donne des libertés, tout se passe très bien jusqu'au moment où, quand il faut sortir le projet, votre vision elle est massacrée par un diffuseur qui dit oui mais maintenant, ok, on a les rushs, on va le faire comme ça quoi. Et c'est pas forcément une bonne chose non plus. Je pense qu'il y a un équilibre. Tout à fait. J'ai une autre question là-bas, monsieur. Oui, j'avais une petite question, alors qui est peut-être un peu piège, parce qu'il n'y a pas de réponse parfaite sans doute, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas trop, je m'adresse plutôt aux deux productrices. Je me mets à votre place, je me dis, mais je n'aimerais pas forcément y être, parce que je me dis, vous devez être hyper tiraillé entre le fait de dire, ok, le boulot d'un auteur réel, c'est avoir une vision de quelque chose, donc c'est très intime, c'est sa vision. Et en même temps, mon boulot à moi, c'est de lui offrir du recul, de lui donner mon point de vue et tout. Et en plus, vient aussi, et c'est un peu 2 questions en une, vient en plus effectivement le diffuseur derrière. Donc parfois, est-ce que vous vous dites ah oui, moi je vois ça, mais je sais ce qu'ils vont me dire dans cette commission, je sais ce qu'ils vont me dire dans ce diffuseur, donc il faudrait quand même l'axer comme ça, même si je suis un peu d'accord avec toi. Comment vous faites? Est-ce qu'il y a des trucs, des astuces pour trouver un équilibre là-dedans? Parce que moi, ça me semble presque de nature théorique infaisable. Je fais l'impossible. En fait, moi, je travaille avec des auteurs. Sophia en est l'exemple même, qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, ce qu'ils écrivent et tout, et qui partent très loin dans leurs obsessions. Et du coup, moi, elle m'emmène avec elle dans ce qui la passionne, mais j'ai quand même un petit peu de recul, quoi. Donc, par exemple, le film qu'on a fait, il parle de spiritualité particulière, etc. Je suis avec elle, mais j'ai toujours un pied dehors pour me dire, oula, quelqu'un qui n'est pas dans son délire, est-ce qu'il va suivre le film? C'est une place, c'est une chorégraphie permanente entre les deux en fait. Mais après moi, c'est aussi pour ça que je fais du cinéma, que je suis pas très tentée pour faire des séries. C'est que la place du diffuseur pour nous, en fait, on prend pas conscience. Enfin, on trouve un distributeur qui aime le projet comme il est en fait. Et après, ils nous font des retours sur le film, mais ils ont accepté le projet d'un scénario fini.
et ils nous laissent tranquilles en fait. Vous avez bien des échecs en commission qui, Ah malgré oui, tout, mais vous font dire évidemment, est-ce qu'il faut mais- faire tendre le scénario par En là fait, ou c'est par pas là. comme un diffuseur qui s'engage sur le projet et qui du coup peut le modifier. Par exemple, on se présente à l'avance sur recette, on l'a ou non, et puis voilà, enfin. Donc c'est pas une relation sur la durée. Et donc je trouve qu'on a une plus grande liberté comme ça. Après, oui, on a eu des retours des fois négatifs, mais je pense que c'est parce qu'on est tellement passionné, on a envie de raconter quelque chose qu'on essaye de convaincre les gens, en fait, de convaincre les gens, en fait. C'est plus ça que l'inverse. Alors, on va prendre encore 2 questions, et après, on va s'arrêter pour rester dans les temps. Je suis désolé, il y a trop de... Allez-y, monsieur. Alors moi, Parlez bien dans le micro. Alors moi, c'est tout simple. C'est que il y a eu un film qui est passé au Festival de Cannes. Et ce film s'appelle Plaisir. Alors c'est un Pleasure. Plaisir. Et c'est un mélange de fiction, de fiction et de documentaire sur le porno. Oui. Alors je voulais savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une aventure sans lendemain ou bien c'est peut-être un début de processus qui va se mettre en marche en tant que scénariste et en tant que producteur? Je comprends pas bien. Moi, je l'ai pas vu. Une forme hybride entre la fiction et le documentaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir là-dedans? Moi, je vais répondre non. Voilà. Sophia, il y a une rumeur qui Je ne dit que pense tu as pas. tourné un porno. C'est... Avec Nabil Ayouch. Bon, alors, madame... Non, pardon, il y avait madame avant qui levait la main. Je suis désolé. On va prendre 3 questions. Allez. Allez. Mais ça sera la Mais dernière. on fait les réponses très concises, s'il vous plaît. Il y a Sophia qui a un apéro dans un quart d'heure. En plus, elle travaille, la pauvre. Bonsoir. Bonsoir, madame. La question est la suivante. Jusqu'à quel point un producteur, une productrice, peut-elle influer sur le choix du réalisateur, réalisatrice, en ce qui concerne sa distribution? Bah, en fait, nous, je pense que notre cas, il est... En fait, Sophia a des idées, elle m'en parle, je dis ce que j'en pense, on est d'accord. En fait, on n'est jamais dans la confrontation, on est dans l'échange. Donc du coup, c'est pas... Est-ce que j'ai du poids dans la décision? C'est que c'est une discussion en accord. Barbara? Tu veux raconter, Nicolas? Non. Certainement pas. Bah, nous c'est à peu près la même chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne ressent pas les mêmes choses. En tout cas, sur tous les castings, sur les premiers castings qu'on a fait ensemble avec Nicolas, on finit toujours par tomber d'accord, mais on discute beaucoup. Après, Attends, Barbara, je te coupe. Je ne sais pas si on parlait de la travailler. distrib cinéma ou de la distribution cast. Je sais. On parlait casting? On parlait casting. Ah oui. Ok. Oui, Très bien. je pense. Ouais, très bien. Casting. Mais c'est quand même Nicolas qui va travailler finalement avec les comédiens. Donc évidemment, quand il y a des callbacks et qu'il les fait, c'est lui qui sait en sortant de l'échange avec le comédien ou la comédienne. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un Évidemment. petit stress, hein, parce que moi, je me rappelle c'est quand même des... Bon, tous les rôles que j'ai... l'actrice principale de mon film... en vrai, quand tu présentes un petit peu à ta productrice, il y a toujours un petit stress parce que tu as envie qu'elle aime, en fait. Donc, et comme son avis compte, en fait, c'est ça. C'est comme son avis compte, en fait, il y a un petit stress et tu espères que ça va marcher, quoi. C'est surtout ça. Oui, après, malheureusement, c'est comme dans tout, il y a une réalité économique. Et aujourd'hui, des films ou des séries se font sur des comédiens. Donc c'est comme ça, c'est pas toujours les meilleurs d'ailleurs, c'est bien dommage. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dans ma collaboration avec Barbara, on a des choix plutôt similaires. Et si jamais ils sont pas tout à fait analogues, on en discute, etc. Pour ce qui est des séries, malheureusement le diffuseur est beaucoup plus interventionniste que la production. Ouais. Pour des histoires de quotas, de ce genre de choses, etc. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais c'est parfois compliqué. J'ajoute juste, en termes de bankable et tout ça, nous, on a eu la grande chance de faire un film, un premier long métrage très bien financé, sans gros nom, donc ça marche aussi. Donc je ne sais pas pour contredire... Il y a DiCaprio quand même. Oui, voilà, DiCaprio au Marocco. Un caméo de Nabil Ayouch ou pas? C'est pour ça peut-être, je pense.
Et on va prendre une dernière question parce qu'après on aura une petite annonce. On est désolé pour le monsieur que j'ai zappé tout à l'heure. Il y avait un monsieur devant. On sait que tu. Moi, je suis une cruel, sélection, moi. tu vois. Moi, je suis horrible, moi. Je suis un Bonsoir. Bonsoir. Je suis pas sûr que le micro fonctionne. Est-ce qu'il est allumé? Sur un bouton ou pas? Non. Je parle très fort. On parlait fort, c'est pas grave. On va répéter la question. Ça, je crois que c'est bon. Ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon, on super. t'entend, très bien. Du coup, j'ai 2 questions, désolé. La première, c'est... Tu tires sur la corde, là, mon ami. Voilà, ça, c'est les auteurs, Désolé. on leur donne un doigt et puis voilà. Je vais essayer d'être concis. Du coup, la première, c'est pour Sophia. Je voudrais savoir, en fait, j'ai vu que tu as coproduit ton court-métrage avec ta propre... Le long aussi. Ouais, le long, du coup, avec ta propre société de production. Je voulais savoir pourquoi tu as fait ça et qu'est-ce que ça change, du coup, dans ton rapport avec la production que si tu l'avais pas fait, en fait, si tu l'avais pas coproduit le film. En fait, déjà, c'est un film qui se passe au Maroc. Je pense que c'est surtout ça. Je ne l'aurais pas fait si j'étais en France. Donc, il faut chercher des financements et il fallait les chercher aussi au Maroc. Et parce que j'avais habité au Maroc et que j'avais commencé à travailler au Maroc, je m'étais rendu compte que j'étais qu'il n'y avait pas de réel producteur là-bas. Donc ça m'intéressait pas et que aussi sur ce court-métrage en réalité personne n'y croyait, tout le monde se foutait un peu de mon projet. Donc je me dis écoute, j'avais pas mal autoproduit aussi avant, donc je me dis écoute, quitte à faire quelque chose, je vais pas donner mon projet à un mec qui en a rien à foutre et passer 10 ans à courir derrière lui, autant le faire et je vais trouver une coprod en France. Et du coup, sur le long-métrage, ça s'est passé de la même manière parce que je me suis dit, bon, attends, le court-métrage, il a quand même un peu marché. Pourquoi je vais offrir, alors que je me suis saignée sur ce cours, pourquoi maintenant d'autres grands producteurs qui réalisent des films vont prendre mon projet pour le produire? Enfin, ce serait un peu trop simple. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je crois, en tout cas, peut-être que Margot dira le contraire ou je sais pas, mais moi j'ai un rapport très sain avec ma productrice française parce que c'est la productrice du film, c'est la productrice déléguée. Et en fait, quand je suis avec elle, je suis la réal, quoi. Donc il n'y a pas de problème. Deuxième et dernière. La deuxième et dernière, c'est une question plus générale. C'est selon vous, pour un jeune auteur qui n'a pas trop de connexion dans le milieu, quelle est la meilleure façon de présenter son projet et de présenter son projet au producteur ou au diffuseur? Après, je ne sais pas comment faire, mais est-ce qu'il faut envoyer un dossier de, je sais pas, 30-40 pages avec la Bible, par exemple, d'une série, tout ça, ou il faut s'y prendre comment, en fait? Moi, je vais juste parler de ma petite expérience à moi parce que je crois que je pense que il faut pas trop attendre. En tout cas, moi, j'ai jamais trop cherché à attendre des gens. Et quand j'ai attendu, ça prenait des plombes. Et au final, j'étais très stressée. Donc, j'ai fait des films qui étaient froids. Et je pense que c'est l'énergie qu'il faut que... Moi, Margot, quand je l'ai rencontrée, j'en avais tellement marre, en fait, avant, que je lui ai dit, écoute, dans 1 an, on va faire le film. Et quoi qu'il se passe, ce film-là, dans 1 an, il faut qu'il soit fait. Moi, j'ai dit d'accord, mais j'y croyais pas trop. Et en fait, on l'a fait. Et pareil pour le long-métrage. En vrai, il n'y a que Margot qui a cru. On a dit Covid, rien à foutre, on le tournera dans 1 an. Et on l'a tourné aussi. Donc je pense qu'en fait, si tu as une énergie, peut-être que tu convaincras un producteur et vous allez avoir cette énergie commune et ça va aller. Mais c'est l'énergie avant tout. Après, il y a un conseil un peu bullshit, mais qui se vérifie, il faut écrire tout le temps. Donc ça, faut le faire par soi-même. Et il y a aussi énormément de guichets, et de plus en plus, qui font des appels à projets, mais de tous les genres. C'est-à-dire que sur de la fiction audio, sur du théâtre, il y a beaucoup de résidences d'écriture qui font appel. Et pour le coup, il n'y a eu aucune sélection, si ce n'est la qualité du projet. Et ça, c'est différent selon l'appel à projet. Mais je ne les connais pas tous, parce que moi, je suis un branleur, je ne les ai jamais faits. Mais il y en a énormément. La SACD lance très régulièrement des appels à projets, et des fois sur des 10 pages. C'est vraiment un concept. Et ça peut aller très vite, parce qu'en fait, c'est des milieux, je pense, pas dire de bêtises, où si ça marche, c'est la première fois qui est compliqué. Et une fois que ce plafond-là est crevé, et si ce que tu fais est de qualité, tu rencontres d'autres gens. Et puis on le disait tout à l'heure aussi, c'est venir ici, c'est venir dans des festivals, c'est participer à ce genre de choses.
Mais ouais, je pense qu'il faut être... Et je te rejoins, parce que en fait, moi j'ai vraiment... Enfin, je suis arrivée en France, je connaissais personne, comme beaucoup de gens. Et la France est incroyable là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de concours de fait. Moi, j'ai fait tous les concours. Hein. Dès qu'il y avait un appel à projet, je le faisais. Et d'ailleurs, Margot parlait de Sopadin. J'ai participé à Sopadin pendant plein d'années, j'ai été refusée. Une fois, j'ai été prise et j'étais finaliste. Scénario vivant, j'ai participé, je crois, chaque année, j'ai toujours à été Valence aussi, rejetée. Donc voilà, donc en vrai, il y a de la chance, il y a plein de festivals, plein d'énergie, tu participes à tout, et puis en fait, ton scénario, à force d'être rejeté, tu vas retravailler, et puis un jour, il sera peut-être un peu meilleur. Et on a une vision de ça, pardon, je termine là-dessus, on a une vision concours. Et ça n'est pas forcément ça, ça peut être des opportunités juste d'entrer en résidence d'écriture, par exemple, pour retravailler un projet. Donc l'aspect junior de l'auteur est pris en compte. C'est vraiment, ton projet n'est pas parfait, mais tu vas venir le retravailler, tu vas le pitcher à des producteurs, et d'un coup, physiquement et pas par mail, il se passe quelque chose de différent. Et après, normalement, réaction en chaîne, et paf. Il faut croire en tes rêves. Et se bouger le fion quand même un petit peu. Oui, je pense que c'est une question de rencontre et de persévérance. Ça paraît... Et de patience aussi. Oui, c'est ça. Ça paraît complètement anodin. Et de boulot aussi. Hein. Un gros cliché, mais effectivement, il faut travailler. Et aussi, quand on parle de rencontre, ça sert à rien. Conseil au passage de sauter à la gorge des producteurs avec son projet quand on les croise, genre non, oui, alors j'ai un scénario, etc. En fait, la menace fonctionne très bien. C'est faux ce qu'il dit. Intéressez-vous d'abord à la personne. Parce que comme on l'a dit tout le long, en fait, c'est d'abord une rencontre humaine. Le projet, c'est pas qu'il vient après. Évidemment, il compte. Mais la relation primera parce que, comme vous avez pu le voir et comme on l'a un peu évoqué, vous pouvez traverser des moments difficiles ensemble et c'est bien aussi d'avoir une bonne entente cordiale. Ouais, il faut vraiment pas avoir peur de... moi, je le dis parce que vraiment, j'ai participé vraiment à tous les concours de scénario de France, quoi. Et j'ai été vraiment rejetée tout le temps et très rarement, j'ai réussi à être finaliste. Et je pense qu'il faut persévérer jusqu'au bout et c'est cette persévérance, moi, j'ai jamais perdu espoir, en fait. Et au final, j'ai fait mon premier long bien produit par Margot, donc je suis ravie. Et on voit toujours le succès, mais en fait, ça fait 10 ans de galère quand même. Voilà les jeunes. Voilà. Avant d'applaudir et de remercier nos intervenants et nos intervenantes, je fais une petite annonce concernant l'actualité de la FAMS. Je vous parlais de cette brochure sur le vrai faux des scénaristes. Et hop là, surprise, nous avons une nouvelle brochure sur le vrai faux des producteurs et des productrices. C'est beau, c'est magnifique, c'est gratuit. J'en ai pour tout le monde. Venez vous servir. Et merci Barbara, merci Thomas, merci à vous, Nicolas, merci Sophia, merci Margot. Merci beaucoup. Et ne partez pas, l'association Les Lecteurs Anonymes qui font partie de la FAMS ont une annonce de leur actualité à faire juste après nous. Merci beaucoup. Merci.